Cette semaine, dans le balado, on survit à une catastrophe naturelle, on combat l'ennemi et on tombe en amour. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Mais est-ce réciproque? Est-ce que l'amour est réciproque? Telle est la grande question du film. Donc, à l'affiche, c'est l'animation qui est à l'honneur cette semaine en grande partie. Mais, pas mal ce mois-ci, je dirais. Oui, effectivement. Mais deux films complètement différents l'un de l'autre qui prennent l'affiche. Donc, avant d'en parler, un petit tour d'horizon de l'actualité. Gala Québec Cinéma, commençons avec ça. C'était la remise des prix annuels du cinéma québécois. J'ai pas tout noté, mais évidemment, Vampire humaniste et Cherche suicidaire consentant était le favori avec genre 22 nominations. Même. Il avait gagné déjà plusieurs au gala Artisan. Fait que là, je sais plus lesquels ils ont gagné au Artisan versus au gala télévisé, mais au total, ils ont 8 prix finalement. Ouais. Et ils en ont eu 3 dimanche dernier. OK, donc... Mais non les moindres quand même. Meilleur film, meilleur scénario et meilleur premier film pour Ariane Louis XVI. Alors, c'est la consécration. Je pense que c'était... À Hollywood, elle pourrait faire ce qu'elle veut maintenant. Oui, c'est ça. N'empêche, peut-être que l'équivalent va avoir des plus gros budgets pour ses prochains titres. Je lui souhaite, en tout cas, au moins qu'elle puisse tourner rapidement un prochain film, parce que ce film-là a confirmé qu'elle a vraiment une voix à elle et un talent absolument pour le cinéma. Tout à fait. Elle et sa co-scénariste, dont le nom m'échappe, là, mais c'était écrit à 4 mains. Prix Michel Côté, donc le film le plus populaire, à Nos Belles-Sœurs, qui avait aussi remporté meilleure musique et meilleure coiffure. Ouais, sans grande surprise. Film numéro 1 au box-office québécois. Effectivement, c'est vrai. Des films québécois. Fait que mon vote n'a pas fait pencher la balance. Mais c'est vrai. Moi, je l'ai remporté parce que c'est lui que j'avais choisi. T'es allé voter finalement? Non, mais on avait parlé au dernier balado, ça. Tu m'avais dit c'est ça, mais je pensais que tu irais pendant... Non, quand même. Fait que, imagine s'il n'avait pas gagné, là, tu te serais senti. Ah, vraiment. Mais ce qui était curieux, c'est qu'il y avait personne de la production quasiment sur place. Il y avait quelques actrices secondaires, là, Pierrette Robitaille, puis Geneviève Schmidt. Non, même pas, non, c'était... voyons. Debbie Lynch White. Puis... Blais. Oui, c'est pas Véronique Blais? Véronique Blais? Oui, je pense que oui. C'est ça. Pas mélangé avec Véronique Dicker. Fait que c'était quand même un peu étrange. Ouais, écoute, il était affairé ailleurs. Ouais, c'est ça. Bon. Qu'est-ce que je voulais noter aussi? Simple comme Sylvain, meilleure réalisation à Monia Chokri. Qui avait aussi gagné, ou je sais pas si c'était ça là, film c'était le plus illustré hors Québec. C'était-tu dimanche, ça? Ou c'était non, c'était dans Artisan. Et direction photo aussi. Oui, André Surpin. Ouais. Fait que, moi, ça, je trouve que c'est hautement mérité. C'était un film qui brillait justement par ça. Je trouve ses choix de mise en scène, c'est ça, de l'ensemble, de comment on a créé cette histoire-là, comment on l'a adapté au cinéma. Et direction d'acteurs aussi. Là, ils étaient vraiment très bons. Là, effectivement, du coup. Meilleur premier rôle à Ariane Castellanos pour Richelieu, et elle a aussi gagné Révélation de l'année. Ouais. Et meilleur acteur à Théodore Pellerin pour Solo. Et c'est un doublé pour Richelieu, puisque Marc-André Grondin remporte le meilleur acteur dans un rôle de soutien. Puis ça, c'était un très fort duo dans ce film-là, qui était un peu stressant, un peu de cette bureaucratie et les travailleurs... bardassé dans une usine de blé d'Inde. Ouais, puis Grondin, c'était comme un... C'était un méchant gentil. Ouais, là, c'est ça. Il est vraiment... un rôle vraiment intéressant. Et c'est ça, parce qu'au début, tu le trouves bête, il est tannant, puis amené, tu comprends qu'il lui aussi, il est juste pogné dans l'étau, puis lui, il a de la pression par en haut, fait qu'il n'y a pas le choix de remettre de la pression par en bas, puis c'est la machine qui dévore tout le monde, finalement. Et meilleur rôle soutien féminin, Sandrine Bisson pour 95. Je pense qu'elle l'a un peu volé. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'est pas tant que ça là, dans le film. C'est juste qu'on aime tellement son personnage qui a été très présent dans le premier, surtout le premier, le deuxième film aussi, que là, on dirait qu'à chaque fois qu'elle se présente, elle dit 4 phrases, puis on l'adore, tu sais, puis c'est vrai, mais après, j'ai pu noter tout ce qui était en compétition, mais je suis pas mal sûr qu'il y avait des rôles plus présents que déjà, ça. Déjà, dans Vampire Cherche humaniste, il y avait Noémie O'Farrell, qui était déjà beaucoup plus présente. D'ailleurs, je pense qu'elle était un peu la pressentie pour que ça soit elle. Finalement, ça a été un peu une surprise, je pense, du côté de Sandrine Bisson, mais je partage ton sentiment là-dessus. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme un vote du public plus que une vraie histoire de performance, là. D'autant plus que, tu sais, elle refait quand même la même performance depuis 4 films, là. C'est comme Jean-Carl Boucher, là, tu sais, on dirait que
je pense pas qu'il l'a jamais gagné, mais s'il le gagnait à chaque fois, ça serait un peu bizarre, parce que c'est toujours ça. Quoique s'il le gagnait une fois, ça serait sympathique pour lui, là, vu qu'il joue ça tout le temps, mais encore faut-il le mériter, voilà. Je sais pas, j'ai rien noté d'autre, moi. T'avais-tu d'autres choses sur le Gala Québec Cinéma? Non, noté que c'est Denis Villeneuve qui a reçu le prix Hommage, donc qui a été très, très ému de recevoir ça. C'était un beau moment, honnêtement. Avec Timothée Chalamet qui nous parlait en français. Je sais pas, j'ai pas écouté le gala. Fait que quand même sympathique. Restons dans les galas parce que lundi dernier, c'était la sortie des nominations pour les Golden Globes qui va avoir lieu le 5 janvier prochain. Oui, là, depuis l'an dernier, ils sont de retour en force, un peu comme le Gala Québec Cinéma. Ils se sont retrouvés des diffuseurs, puis oui, tout à ça fait. branle plus dans le manche. Puis écoute, l'animatrice, j'ai oublié son nom, mais c'était elle qui s'était démarquée lors du Rose de Tom Brady sur Netflix. Je sais pas. C'est pas total. En tout cas, moi, elle avait fait jaser pas mal parce qu'elle y avait rentré pas mal dedans. Fait que je pense qu'elle a du mordant. Alors, on va peut-être revenir à un style d'animation plus proche de Ricky Gervais. Ceci dit, c'est Emilia Pérez qui sort en tête avec 10 nominations quand même. Le film de Jacques Audiard, en fait, la comédie musicale. C'est drôle, très controversé ce film-là. Ouais, quand même. Il a passé en coup de vent dans les cinémas, là, puisque c'est une sortie Netflix, là, fait que quelques écrans le présentaient. Mais en général, la critique est pas aussi bonne que ses prix puis son accueil à Cannes, si on veut. Là. Je trouve que ou peut-être que les critiques sont fortes, mais que le public, lui, moi, ce que je vois sur Letterboxd, c'est pas mal plus faible. Ouais, je pense que c'est plus ça. Déjà, la prémisse est assez spéciale. Comédie musicale en plus, fait qu'il faut déjà aimer le genre. Non, honnêtement, les critiques sont très positives, puis je pense qu'il va être probablement le préféré, le favori pour cette catégorie-là. Donc, 10 nominations. Réalisateur pour Jacques Audiard, actrice de soutien Selena Gomez, Zoé Saldana, l'actrice Carla Sofia Gascon, scénario, musique, entre autres, donc en très très bonne position. S'ensuit The Brutalist avec 7 nominations. Donc le buzz s'intensifie vraiment sur ce film-là. Ouais. Je peux te faire une petite parenthèse sur The Brutalist? Justement, il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie, qu'on comprend un petit peu plus l'histoire. On va suivre... J'ai écrit Brody, j'allais dire Adam Brody, mais non, c'est Adrian Brody, c'est pas le même comédien. C'est un genre de rise and fall d'un architecte immigrant aux États-Unis qui se retrouve vraiment sous le joug là, d'un riche financier joué par Guy Pearce. Fait que ça a l'air très sympathique. La sortie va être le 24 janvier au Québec. Et le distributeur a annoncé que le running time sera de 3h40 parce qu'ils ont inclus un entracte de 15 minutes dedans. Au moins, ils ont pensé à nous. Oui, c'est ça. C'est costaud. Oui, tout à fait. J'ai hâte de voir. Je serais pas surpris que ça sera pas sur tous les cinémas, dans tous les cinémas, ça, parce que c'est très niché avec cette durée-là. Je pense que les cinémas vont le jouer 1 à 2 fois par jour. C'est juste beaucoup trop long, là. Ou sinon, c'est parce qu'il faut que tu te donnes 2 salles pour le faire chevaucher, mais là, c'est... Est-ce que peut-être qu'un cinéma comme le du Parc va oser en mettre un peu plus parce qu'il risque d'être très fort avec ce film-là, mais dans d'autres marchés, est-ce qu'on va sacrifier 2 salles pour un film... c'est ça, là, qui est quand même pointu de par sa durée, en fait. Oui, et par son sujet aussi. Oui, mais là, le problème, c'est que le sujet a des échos de Megalopolis, qui est un des gros flops de l'année. Ouais. Mais quand on regarde la bande-annonce... complètement ailleurs, exactement. Moi, je pense qu'on est plus dans un... c'était-tu quoi? Il était une fois dans Once Upon a Time in America, ou quelque chose comme ça. Oui. Puis, début des années 2000 aussi, j'ai oublié comment ça s'appelait, une famille d'immigrants aussi là, qui arrivait. Puis qui, je pense que le thème de l'antisémitisme, excusez-moi, semble être aussi au cœur du film. Là. Et de la carrière d'Adrian Brody. J'ai bien hâte de voir ça. Le troisième, c'est Conclave, donc avec 6 qui remonte dans aussi les prédictions d'Oscar comme pouvant possiblement gagner le meilleur film aux Oscars. Les nominations ne sont pas sorties encore, mais on en parle parce que ça a 100% l'air d'un film qui va être le comment dire, plaire au public. Fait que pour les votants, là-bas, c'est comme un classement. Fait que il va peut-être être 2e, 3e, parfois 1er sur plein de bulletins de vote, ce qui fait que souvent c'est un film comme ça qui gagne. Parce qu'il n'est pas polarisant, il est juste vraiment agréable à regarder. Oui, tout à fait. Ça peut choquer quelques mœurs de droite religieuse, peut-être. Là, mais bon. Non, mais c'est un film qui challenge moins le cinéphile, c'est certain, qu'Emilia Pérez de Brutalist. Oui, c'est ça. On est complètement ailleurs. Donc, pour
rapidement, les 5 nominations pour film drame. On a The Brutalist, A Complete Unknown qui prend l'affiche à Noël avec Chalamet en Bob Dylan, dont on dit beaucoup de bien aussi en tant que comédien, qui est aussi en nomination. Conclave, donc Ralph Fiennes aussi en nomination acteur. Dune Part 2. Okay. Nickel Boys et September 5th qui prend l'affiche également, c'est en janvier. Hein, ouais, sortie limitée en décembre, mais mi-janvier pour le Québec. Puis, écoute, tu vas aller nommer les comédies? Ouais, j'allais là. Ok, vas-y, puis après, je roasterai tout le monde. Parfait. Donc, pour comédie musicale, parce qu'on se souvient qu'au Golden Globes, il y a 2 catégories pour les films. Anora, Challengers, Emilia Perez, A Real Pain, Wicked... Et le dernier, qui n'a pas du tout sa place là, The Substance. Oui, c'est ça. Il y a toujours un film, des fois, qui s'insère. Oui, mais en fait, il y en a un qui n'a pas de sens non plus, puis c'est Emilia Perez. Mais c'est comme, c'est un musical, fait qu'on le met là, mais c'est pas une comédie musicale. C'est comme quand il y avait. Zut, j'ai oublié celui de... c'est fou. La La Land? Non, pas La La Land, mais. Voyons, les pauvres en France, là, puis... Les Misérables. Les Misérables, tu sais. Ouais. C'est des drames musicaux, là. Fait que ça a vraiment plus sa place dans un drame. Mais t'as dit, ben non, les musicals, ça va avec les comédies. Ça, puis là, c'est comme un gros film d'horreur un peu comique. Ben, tu sais, ça va dans la comédie. Non, tout à fait. À chaque année, ils se font mordre par leur propre Faudrait qu'il ait mis la partie comédie musicale, puis juste séparer ton drame et comédie, ou je sais pas trop. Là. Ou drame et film de genre, mais là, tu vas mettre Dune dedans. Tu sais, c'est absurde. Là. Ouais. Je comprends qu'au final, ils ont plus de nominations en faisant tout ça, mais ça vient quand même noyer le poisson, je trouve. Parce que aussi, tu as comme 12 acteurs en nomination de meilleur premier rôle. Là. Mais tu sais, à la limite, tu dis... c'est les mêmes films qui sont partout. Ouais. Là, mais si on accepte la prémisse de comédie musicale, même si tu as des comédies musicales qui sont dramatiques, au moins sont dans cette bonne catégorie-là. Ouais. Ben, c'est nous, on dit comédie musicale. Eux disent juste musical. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Oui, tu as cette distinction-là. Mais tu as des aberrations comme The Substance ou The Martian il y a quelques années qui se retrouvent dans cette catégorie-là alors que ça n'a pas du tout lieu. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas, sinon, on n'a vraiment pas vu le même film. Il y a quelque chose de drôle dedans. Il y a une satire, mais c'est pas du tout le cas dans le ton. Et donc, même chose pour les acteurs et actrices. On retrouve Demi Moore, meilleure actrice comédie ou musical. Ouais, et Hugh Grant pour Heretic. Ouais, ça n'a pas rapport. Là. Heretic, c'est absolument pas une comédie. Là. Genre, c'est ça. Fait que, je suis curieux des fois comment les sélections se font. Restons dans les critiques. La semaine dernière, j'avais donné le gagnant du cercle des critiques de New York. Cette semaine, c'est celui de Los Angeles. C'était qui, non? Là, tu me prends, j'ai oublié de... C'était-tu Emilia Perez, je pense? Peut-être. Ou The Brutalist. Je pense que c'était The Brutalist. Ouais, je pense que c'était Brutalist parce qu'on avait reparlé. Pour les critiques de Los Angeles, c'est Anora. OK. On choisit. Alors, déjà là, ça les place très, très bien. Petite nouvelle de casting, mais pas de Christopher Nolan cette semaine. Parfait. Mais on a confirmé, ça fait quelques semaines qu'on avait parlé de cette reprise-là d'American Psycho par Luca Guadagnino. J'ai oublié. Je sais où tu t'en vas. Je voulais réécouter l'épisode où on avait parlé de l'annonce, puis je pense que j'avais guessé. Oui. J'ai souvenir que j'avais... Quand on nommait des choix, je disais, hey, imagine si c'est Austin Butler. Ben oui, effectivement. Alors, si c'est puis le cas, ben bravo. Faudrait que j'aille réécouter. Peut-être que je me trompe, mais j'ai vu la nouvelle, puis j'ai fait, ben voyons, il me semble on savait déjà ça. Ouais. Puis là, j'ai fait, ah non, c'était juste mon flair. Mais peut-être aussi qu'en réécoutant, j'ai guessé genre 9 personnes. J'ai un peu moins de crédit. Si t'en as choisi 2, je te donne du mérite. Si t'en as dit 10, peut-être un peu moins. Ouais, je vais aller réécouter. Je me sais plus quand on a parlé. Fait que les intros des 4 derniers épisodes, peut-être, je sais pas. Mais ça, c'est dit, c'est un excellent choix, je pense. Oui, c'est ça. Puis on se rappelle que c'est un roman, fait que c'est pas un remake du film. Il retourne au roman de base, fait que dans ce cas-là, je l'accepte plus. Là. Mais il y a quand même un risque parce que c'est un film qui était iconique. Culte, c'est ça, culte. Fait que... Culte, mais qui était pas... Pas sans faille, là, ouais. Non, mais qui n'avait pas eu un grand succès non plus commercial, tu sais. Fait que c'est plus en location qui... Exactement. Je pense qu'il est devenu... Puis plus tard, avec les réseaux sociaux, ça l'a relancé. Et le fait que Christian Bale est devenu un grand acteur établi, ben là, à ce moment-là, tous les gens revisitent sa filmographie. Fait, on aurait dû voir ça dès le départ. Ce qui est un peu le cas d'Austin Butler aussi, mais déjà plus en selle, mettons, que Bale, à l'époque, était encore une nouvelle face. Là, mais tu sais, je pense que le fait de faire un remake comme ça passe mieux quand c'est un film qui a déjà un grand succès. Puis...
Fait que Oui, ouais, je comprends, effectivement. Puis tu sais, c'est une take différente. On va parler de Luca Guadagnino tantôt avec Queer. Que quand c'est des films d'horreur, puis là, ça a l'air de devenir un projet de tâcheron juste pour le faire, pour le faire. Là, alors qu'il va avoir une vision d'auteur. Exact. Une vision homo-érotique, sûrement. Oui, il y a des bonnes chances. Trio de nouvelles Disney. Avant de conclure, drôle de choix de casting, en fait, inattendu. On sait qu'il y a un film de Mandalorian et Grogu qui s'en viennent l'an prochain, en 2026, de la part de Disney. Oui, c'est ça. Il n'y a rien en 25 de Star Wars. Non, il n'y a rien. Et on a annoncé que Jeremy Allen White, qui connaît un grand succès avec The Bear, mais qui était aussi dans le film de lutte... qui aurait pu aussi être dans American... Oui, je pense qu'il aurait pu... le même genre de visage. Oui. Va faire une voix d'un personnage animé. Donc il va jouer Rota the Hutt, qui est le fils de Jabba the Hutt. OK. Pour les fans finis de Star Wars. Est-ce qu'il a la même forme physique que Jabba the Hutt? Oui, c'est la même espèce. En fait, on a déjà vu Rota dans les séries, dans les épisodes animés de Clone Wars. OK. Du milieu des années 2000, fin des années 2000. Donc là, nécessairement, on va le retrouver adulte parce que le Mandalorian se situe après les films de Retour du Jedi. Mais c'est quand même drôle d'aller chercher quand même un acteur là, qui perd la cote là, de Bear et qui rafle tous les prix de jeu. Oui, puis je veux pas minimiser le look de personne. Là. Tout le monde est beau à sa façon, mais il est quand même dans ceux qui ont fait sensation en faisant ses pubs de Bobette, Calvin Klein, puis tout. Puis il va faire la voix d'une grosse larve dégueulasse. Effectivement, et même Jabba the Hutt dans Return of the Jedi, il parle très peu anglais. Il répète quelques mots, mais il y a sa voix de Hutties. Fait que j'ai bien hâte de voir comment tout ça va s'insérer. C'est vrai. Mais choix audacieux. Parlant d'audace, après le retour de Robert Downey Jr., un autre visage connu du MCU va revenir pour les films d'Avengers. Dans son propre rôle ou encore dans un... Okay. On le sait pas, mais Chris Evans va confirmer qu'il l'autre. Il reviendrait dans quoi? Dans les Avengers? Ou dans... Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Donc je pense qu'il va revenir en Captain America. On verra bien. Oui, c'est ça, mais mon guess, c'est comme, tu sais, le fait qu'il est juste parti vieillir puis tout, je sais pas s'ils vont réutiliser du time travel ou l'utiliser pour faire des scènes inédites qui n'existaient pas, là, tu sais, le prendre à l'âge réel qu'il y a ou d'un univers autre. Il y a plein de possibilités. Effectivement, ça peut être un Captain America alternatif. S'ils font des doublés de reprendre ces acteurs-là pour les faire jouer d'autres mondes, là, il manquait d'originalité beaucoup. Là. On sent peut-être un petit peu la panique du côté de Disney là, en voulant maximiser. Ouais, puis je pense que le printemps va nous en dire plus une fois que le prochain Captain America, là, Falcon machin, en 14 février. Et Thunderbolts aussi. C'est ça, deux projets risqués quand même là, de la part de Marvel. Là. Ouais, mais qui ont l'air de retourner dans le core, tu sais, dans le Civil War, puis c'est cette grosse période de popularité qui était avant que tout devienne Coco comique. Oui. Il y avait juste les Gardiens qui étaient vraiment drôles, puis Thor faisait des blagues, ils faisaient tous des blagues à leur façon, mais qui était un ton plus comique, c'était vraiment les Gardiens. Le reste se prenait assez au sérieux. Ouais. Puis à un moment donné, là, on a viré peut-être aussi le début des séries télé, puis tout. Un des gros flops, c'est The Marvels, qui je vais trouver très appréciable. Là, puis, mais le monde bâchait ça. En fait, tout Captain Marvel en fait, souffrait de violence sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Subissait, pas plus que souffrait. Donc, pour les fans de Chris Evans, il sera de retour dans le MCU. Et en terminant, Disney, ils ont annoncé leur prochain projet en prise de vue réelle, de dépoussiérer leur classique. Oui, parce que là, Mufasa, c'est de la fausse prise de vue réelle, mais en tout cas, il le catégorise de même. Il y a Blanche-Neige qui sort en mars. Y en a-tu un autre à l'été aussi? Non, c'est 2026, c'est Moana. OK, Et donc, 2027, ce sera Réponse qui verra son adaptation. Ouais. Avec Anya Taylor-Joy? Peut-être. On n'a pas encore annoncé qui jouera Réponse à suivre. Donc, bonne annonce. J'allais dire Anya Taylor, mais c'est sûr qu'ils vont aller chercher quelqu'un de même plus jeune encore. Là. Elle a quoi, 27 ans? Ils vont aller chercher quelqu'un de 21 ans. Moi, je verrais bien Elle Fanning, honnêtement. Je place pas son... qui jouait dans... le terrible film d'horreur. Maléfique. Mais Maléfique, c'était pas Disney. C'était-tu Disney? Ellie Fanning, Universal. Je pense que c'est Universal, Maléfique.
parce que c'était pas officiellement La Belle au bois dormant, mais c'était comme une réinterprétation du conte. Je me souviens pas. Faudrait aller voir. J'ai l'impression que c'est Disney. Ouais. Je vais checker ça pendant que tu nous parles de bande-annonce. Hier, j'en ai parlé de Brutaliste, de Femmes en or. 28 Days Later, c'est fou des fois ces films-là, ça me surprend parce que je me souviens qu'on parlait du scénario, on parlait qu'Alex Garland allait l'écrire, que Danny Boyle revenait à la réalisation, que ça avait l'air d'un projet de ouais on commence, puis là à un moment donné c'est comme boum, le bande-annonce, puis le film c'est... Tu sais, des fois on voit sur des calendriers que la date s'en vient, mais j'y crois pas tant que c'est pas concret, puis là c'est concret, la bande-annonce est sortie, énormément de commentaires positifs sur les réseaux sociaux, ça a l'air d'un cool film d'horreur qui a l'air effrayant à sa façon, des moments de tension, du Garland, justement, avec tout ça. T'sais. Ouais. Puis, ça va sortir le 20 juin, si je ne me trompe pas, ouais. Et ça met en vedette Aaron Taylor-Johnson, qu'on reparlera plus tard dans les films de la semaine, Jodie Comer, Ralph Fiennes aussi, qui est de tout, qui a l'air d'être, on le voit brièvement, je ne sais pas s'il y a le rôle du personnage rasé cinglé qu'on voit souvent dans les films d'apocalypse et de zombies. Puis on comprend qu'on est installé dans une espèce de village de résistance, donc tu sais, c'est le troisième film de cette trilogie finalement. Au début on était 28 jours après un événement qui crée plein de zombies avec Cillian Murphy. Après ça on a été 28 semaines plus tard. Je me souviens plus qui on suivait. Je me souviens qu'il y avait Jeremy Renner, puis il est plus flou dans ma tête celui-là. C'était le gars de Full Monty là, l'anglais. Robert Carlyle? Oui, exact. Ouais, c'était Robert Carlyle, puis la ville était à Londres, puis là, c'était comme isolé, puis finalement, il sortait de là, puis ça allait réveiller le virus, puis tous les problèmes recommençaient. Puis, fait que là, on va suivre Taylor Johnson, qui, je sais pas, sont dans un genre de village de résistance comme ça, puis ils commencent à explorer, puis il a l'air d'avoir des zombies, puis des problèmes avec les humains, puis une grosse montagne de crânes. Fait que c'est drôle parce que ça a l'air de... aller rechercher des codes du genre contemporain des zombies qu'on a vu entre autres dans Walking Dead, mais dans d'autres œuvres, même dans Les Affamés, là, c'était une pile de chaises, mais là c'est une pile de crânes. Puis, quoique je sais pas si Danny Boyle a vu de Ravenous, là, les Affamés. Mais, ouais, c'est ça, sauf que, faut se rappeler, je pense que 28 jours plus tard, quand c'est arrivé par Garland puis Boyle, c'est ça qui a mis la table pour un renouveau du courant, du courant, et en plus c'est des zombies qui courent vite, du monde des films de zombies et tout, du genre qu'on n'avait pas vu depuis Romero, tu sais, puis même lui, je pense, ça a donné un second souffle pour en faire d'autres, qui n'étaient pas tous bons, mais quand même. Après ça, il y a eu le remake par Zack Machin. Zack Snyder. Ouais, Zack Day Snyder. Of the Dead. Exact, puis tout. Fait que je me souviens plus exactement, là, mais il me semble que 28 jours plus tard, c'était comme 2002-2003. Ouais, je vous ai noté, c'est 2002, ouais, effectivement. Fait que toi, tu es excité par ce film-là? Ben quand même, honnêtement, la bande-annonce est très réussie, très cryptique aussi, très atmosphérique, là, avec cette espèce de chanson-là, extrait sonore qui détonne un peu. Ouais, avec comme du spoken word dessus, puis tout, parler, qui est plus intéressant, surtout pour un film d'horreur, que le traditionnel remake ben bassy, boomy, là. Tu prends une toune de Nirvana, puis tu la mets down-tempo, puis qui arrache tout, là. Puis non, je suis excité que Danny Boyle et Alex Garland aussi soient de retour derrière cette création-là. À noter que Cillian Murphy aussi joue un petit... Il va être dedans, on ne sait pas. Oui, il est au générique, mais on ne voit pas dans mon annonce. Non, on nous garde ça en surprise. Et à noter aussi que c'est le début d'une trilogie. Fait que quand même... Okay. Fait que ça va faire 5 films au final. Oui, c'est ça. Fait que Boyle et Garland vont tout scénariser. Boyle va réaliser que le premier volet, en tout cas. C'est ce qui est prévu Garland pour va l'instant. Peut-être en réaliser. Peut-être un. Mais non, il n'a pas dit qu'il était tanné de réaliser après... Il dit qu'il était à semi-retraite. On verra bien. Peut-être ça va le convaincre de sortir. Fait que moi, bien hâte de voir. Est-ce que tu sais si c'est un plan de un par année? Ou... Je ne le sais pas. Okay. Ça ne le disait pas. Bon. Et voilà, on peut s'attaquer aux nouveautés de la semaine. Allons-y. Donc, allons-y avec... je pense peut-être le film le plus attendu qui est Queer de Luca Guadagnino. Ouais, plus attendu peut-être parce qu'on se tient dans une forme de cinéma de qualité. Ouais, là. Je sais pas qui va triompher au box-office ce week-end. Ça va être probablement Moana encore. Queer de Luca Guadagnino, comme on dit, qui déjà sort des films et présente ses prochains projets déjà sont presque prêts. On est plus dans la veine de Call Me By Your Name ici que de Challenger, avec Daniel Craig, Drew Starkey, Leslie Manville et Jason Schwartzman aussi. Méconnaissable. Méconnaissable, oui.
Scénario de Justin Kuritzkis, avec qui il avait travaillé sur Challenger, mais c'est basé sur le roman de 1985 de William S. Burroughs. On est en 1950 à Mexico City. On suit un ancien militaire qui vit un peu sa retraite de cinquantenaire là-bas, de jeune cinquantenaire, la retraite à l'époque, qui est visiblement alcoolique puis héroïnomane à ses heures, que lui, il sort dans les bars jour et nuit, dans différents bars de son quartier, à la recherche d'autres hommes voulant tenter d'avoir des aventures sexuelles et des rapprochements, comme on dit. Et là, il va tomber, ou en fait, sous son regard va tomber un jeune compatriote américain, Eugene Allerton, qui... fait que là, donc le personnage de Craig Lee, c'est ça, il me semble? N'a d'autre choix que on veut tenter de le séduire et tout, mais à ça, va toujours se demander, est-il vraiment en amour ou non? Et toute cette aventure va les mener dans même une quête en pleine jungle, alors d'un voyage en Amérique du Sud. C'est difficile de tout résumer ce qui se passe. Il se passe plus que juste une espèce de romance ou romance à sens unique LGBTQ. C'est un film qui a été présenté à la Mostra de Venise. Guadagnino est quand même un habitué de la Mostra, il est toujours là. Et au Golden Globe, il y a la nomination de meilleur acteur pour Daniel Craig en dramatique, évidemment. Qui doit dire est amplement mérité parce qu'il casse définitivement son rôle de James Bond avec celui-là. Là, il est complètement ailleurs. Ouais. Et je le salue pour ça parce que c'est un rôle vraiment audacieux quand même. Pour un homme comédien, dans ces zones-là, faut saluer ça. C'est ça. Dans les deux cas, je pense aussi que Drew Starkey, aussi, qui est quand même dans ses premiers rôles. Là, lui, est surtout connu pour Outer Banks à la télévision aussi. Fait que, genre de teen idol un peu. Fait que l'expression se mettre à nu, là, c'est pas mal ça. Fait que... il y a, on retrouve des collaborateurs de Guadagnino assez classiques. Trent Reznor et Atticus Ross, qui sont là depuis les deux derniers films. Ouais. Qui une musique qui est justement très moderne. Fait que, au début, je me demandais si le film serait un film noir, vu l'esthétique, les années 50, l'ancien militaire qui se promène toujours avec son gun, etc. Et finalement, pas tant. C'est pas vraiment ça. Il y a l'esthétique, mais il n'y a pas du tout le scénario d'un film noir, d'une enquête. Il n'y a personne qui disparaît, qu'on doit retrouver, etc. Mais on ajoute à ça une musique très contemporaine qui vient vraiment casser. Le générique d'introduction est sur une reprise d'une tune de Nirvana. Puis quelques minutes plus tard, quand il se promène, là, c'est... Come As You Are, c'est ça, de Nirvana aussi, l'original et tout. Puis même la musique, j'étais allé écouter un peu la trame sonore parce que je trouvais qu'il y avait quand même une couple de needle drop, là, de tunes. Fait que je cherchais la musique qu'il avait créée. Puis j'étais allé écouter... j'ai eu le temps d'écouter peut-être la moitié de la bande sonore. Puis, non, c'est ça, c'est assez... T'sais, ils ont tout le temps leur touche électro, là. C'est pas aussi un peu vulgaire que dans Challenger, là, qui était très techno, mettons, là. Ouais, c'est ça. C'est plus subtil quand même, dans beaucoup de textures, là, dans textures sonores et tout, mais très bon. Puis c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de chansons où Reznor chante, où il y a des collaborateurs qui chantent dessus. Fait que c'est peut-être ça, dans le film, je croyais que c'était des chansons autres d'artistes établis, mais dans le fond, c'est juste c'est pas juste de la musique, mais vraiment des chansons créées pour le film. OK. Voilà, très belle direction photo aussi, je trouve. C'est Sayambu Mugdiprom qui a travaillé sur Call Me By Your Name, sur en fait tous les Guadagnino, Suspiria, Challenger, sur Trap aussi. Mais bon, écoute, des projets différents. Tu l'as dit, donc Queer, film très difficile à définir. Faut comprendre qu'est-ce que vous allez voir. Je pense pour mieux le situer, le mot-clé, c'est William S. Burroughs, l'auteur qui a écrit le roman. Donc, William S. Burroughs, c'est celui qui a écrit aussi le roman de Naked Lunch, porté à l'écran par David Cronenberg à la fin des années 80. Donc, un auteur qui vient de la Beat Generation, qui avait... Beatnik, c'est ça. Donc, fin des années 50, début 60, avec Jack Kerouac puis Ginsberg. Donc, ils avaient un style littéraire très propre à eux, très chaotique dans leur écriture. Lui, en plus, donc, consommait, héroïnomane, avait toutes sortes de touches fantastiques, hallucinogènes dans ses romans, dans ses histoires. Ouais, mais en fait, j'ai vu que lui-même croyait beaucoup en la magie, puis il disait qu'il pratiquait de la magie tous les jours. Puis... Ouais, fait qu'il y a comme une espèce de réalisme magique au cœur de son présent. Donc, c'est présent dans le film. Là. Ouais. Fait que le film est comme en deux tons.
Fait que si vous aimez ce genre-là, probablement que vous allez embarquer. Si ça vous repousse, c'est peut-être un film à éviter dans ce cas-là. Là. Mais c'est un film qui a ses qualités, assurément. Craig, comme je dis, est renversant. En fait, les comédiens sont tous très bons. Visuellement, esthétiquement, c'est un très beau film. Mais c'est pas un film qui parle à tout le monde. C'est quand même assez niché dans son sujet. Le début est assez... Le film se présente en chapitres. Puis on oublie qu'il y a des chapitres parce que le premier chapitre dure genre 1h30. Puis après, il y a comme 3 chapitres, je pense, dans la dernière heure. T'sais. Mais... puis... Burroughs a écrit ça à un bien drôle de moment de sa vie, justement, là, où je pense pas que ça révèle nécessairement, mais lui-même était en consommation d'opioïdes fort et tout. Puis il était au Mexique, puis ça allait pas bien avec sa femme, fait qu'il commençait à fréquenter des hommes sur le site. Bon, tout ça vient de ma lecture de Wikipédia, là. J'imagine qu'il faut en prendre et en laisser, peut-être, là. Puis, c'est ça. Puis qu'il a comme assassiné par accident sa femme. Oui, c'est ça. Ben oui, effectivement. Donc, il a fui le Mexique pour revenir aux États-Unis. Oui, c'était une autre... Tu sais, il payait du monde pour discréditer que son accident puis que le fusil avait... parti accidentellement, puis là, le monde, il payait du monde qui ont fait que oui, c'est vrai, on était là, c'est ça qui est arrivé, puis finalement, il a juste fui, puis il y a eu genre une tape ses mains, puis il n'avait pas le droit de revenir au Mexique pendant 2 ans. Je pense que c'est une affaire de même, c'est ça sa peine. Donc, il y a toujours une part, de sa vie. Puis ça, c'est pas en 50, c'est en 85. Ça, c'était dans les années 50 qu'il a subi ça. Mais le roman est écrit dans les années 80. J'ai mal lu. Moi, je pensais qu'il écrivait queer pendant que ça s'était arrivé. Non, ça c'est vraiment plusieurs années après. Mais cette partie-là du film est inspirée effectivement de son séjour mexicain. C'est ça. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui est dans tout ce qui est dans le livre, puis qu'est-ce que Guadagnino et Kuritsky ont ajouté en hommage à Burroughs. Oui, puis surtout que de ce que j'ai lu, c'est que la nouvelle avait pas de fin, a été publiée, je pense, posthume. Donc, ils ont consulté quelques auteurs puis les ayants droit de Burroughs pour terminer son récit, donc arriver à une fin. C'est pour ça qu'il y a quand même une fin un peu cryptique. Fait que j'ai l'impression que ça doit être eux qui ont voulu rendre hommage puis justement qui ont inséré un peu cette c'est ça. On sent qu'il y a plus l'auteur que le personnage à ce moment-là, où finalement le personnage est en partie l'auteur dans certains délires et déboires. Voilà, donc quand même Queer, un film qui se distingue assurément. Oui, puis qui va être, comme on dit, dans les conversations de fin d'année, de remise de prix et tout, tu sais. Et juste terminer que Guadagnino, en fait, de chercher à le porter à l'écran, on avait ce désir-là dès sa lecture lorsqu'il avait 17 ans. Fait que c'était vraiment une des premières œuvres qu'il avait en tête. Puis là, finalement, j'ai l'impression qu'il y a eu, en fait, les budgets pour, parce que c'est quand même un film qui a coûté assez cher. J'ai vu qu'ils ont tourné une partie en Italie, en fait. Des extérieurs sont allés au Mexique. Je suis pas surpris, parce qu'en voyant le film, le Mexique avait l'air pas mal un Mexique de studio, recréé. Oui, c'est ça. Mais c'était beau aussi. Exact, mais je sentais que c'était voulu, tu sais. Comme il y a une petite scène d'avion qui décolle à un moment donné, puis les deux, on s'est regardé en disant, c'est-tu moi ou c'était genre des maquettes ou des choses comme ça? Mais je crois que c'est l'esthétique voulue de ramener ce cinéma des années 50. Oui, tout à fait. Quand on a des cinéastes qui ont beaucoup de vocabulaire puis qui ont été inspirés par beaucoup de choses et qui ont une liberté créatrice dans leur sujet, je trouve que ça transparaît souvent de faire des clins d'œil à l'époque de telle affaire. Fait qu'il y a dû s'inspirer de plein de films qui n'ont rien à voir dans l'histoire, mais juste dans le setup puis dans le mood au final. T'sais. Et donc, c'est en tournant Challengers qu'il a proposé justement au scénariste Justin Kuritzkes, qui était aussi scénariste de Challengers. Ouais. Donc, il lui a parlé de ce roman-là et de son désir de le porter à l'écran. Et finalement, ils ont décidé d'écrire ça ensemble. Puis, quoi je pensais? C'est un film très suant aussi. Il fait chaud, on est au Mexique et tout. Tout le monde est toujours en sueur, la chemise déboutonnée. Il y a encore sa shape quand même de James Bond, hein? On sent que ça fait pas si longtemps. Dans le début soixantaine à peu près, là, Craig. OK. J'imagine. Je sais pas. Quand même, tu tiens bien en forme. Allons avec le premier des 2 films d'animation. Parlons du plus gros. Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Oui, Le Seigneur des Anneaux, La guerre des Rohirrim de Kenji Kamiyama. Donc, on est dans l'animation d'inspiration japonaise ici. Ça se déroule 183 ans précisément avant les événements dépeints dans la trilogie cinématographique qu'on connaît, surtout dans
ce qu'on voit beaucoup dans le deuxième film, là, d'ailleurs, je pense. Ouais. Ben, en fait, c'est que toute la première trilogie se déroule en quelques mois. Là, ça fait que 183 ans avant tout. On retourne au Rohan, en fait, qui exactement, était dans les 2 tours. Oui. Le légendaire roi du Rohan. On va suivre le destin de la maison de Helm Main-Marteau. Comment résumer sans trop spoiler? C'est des guerres d'hommes. Il n'y a pas vraiment d'orques puis de maléfiques. Sauron, l'anneau, tout ça n'est pas encore là du tout. C'est vraiment, comme dit, des guerres de territoire et des alliances. Puis un clan qui n'aime pas vraiment l'actuel roi du Rohan. Fait qu'ils vont manigancer, si on veut, pour prendre le contrôle, prendre le pouvoir et tout, par histoire de vengeance. Exactement. Alors, à un certain point, ben, tous les habitants n'auront pas le choix de se réfugier dans une forteresse de Hornburg, qui va être baptisé plus tard le fameux gouffre de Helm. Fait qu'une bonne partie de l'action se tient là-dedans. Ça, je pense que c'est dans le 3e film qu'ils vont se cacher là-dedans. C'est dans le 2. Dans le 2, justement. Ouais, okay. Tout à fait. Ouais. Ah, c'est que les 2 tours, OK. Ouais. Je suis pas un expert de Seigneur des Anneaux. Je les écoute, c'est ça, là, aux 8-10 ans. Je serais dû, là, selon mon calendrier, depuis la sortie. Puis on retrouve donc sa fille, la princesse Hera, qui est au cœur du récit. Là. Voilà, c'est ça, qui est entourée de ses frères et de ses cousins et tout. C'est elle qui va... je sais pas, naviguer au travers de ça. Là, on suit elle dans ces péripéties-là et ses quêtes d'aide contre cette menace. Donc, on est dans le style d'animation animé, manga japonais, il faut le souligner. Ouais. Un réalisateur Kenji Kamiyama est celui qui avait fait les Ghost in the Shell, série mythique d'animé japonais qui a marqué toute une génération. Donc, on est allé chercher ce vétéran-là. Comment dire? Donc, c'est un film qui n'a pas tant de lien nécessairement avec les films. Donc, si vous n'avez jamais vu Le Seigneur des Anneaux, vous ne serez pas dépaysé, puis on nous résume assez bien aussi dessus tout ça. Pour les fans, je veux dire, est-ce que ça amène quelque chose de nouveau? Pas vraiment, on est comme vraiment dans un aparté, en fait. C'est comme une légende, là. Ouais, c'est ça. Donc, puis d'ailleurs, on s'est inspiré, en fait, c'est pas inspiré d'un roman de Tolkien, de nouvelles de Tolkien, en fait, on s'est inspiré de notes, parce qu'à la fin de l'univers. À la fin du roman des Seigneurs des Anneaux, il y a des appendices avec toutes sortes de descriptions. Donc, l'une des appendices, c'est les rois de Rohan. Alors, les auteurs se sont inspirés de cette courte histoire-là en y inventant ou en développant le personnage de Hera qui est même pas mentionné dans les appendices pour en faire une histoire complètement originale. Donc, ça situe là l'intérêt pour ceux qui... Donc, vous êtes fan fini du Seigneur des Anneaux, j'imagine que vous allez triper. Après ça, c'est une question de... Est-ce que le style d'animation-là vous plaît ou non? Parce qu'il y a ça aussi. Oui, c'est style japonais, mais c'est pas exactement comme le dernier Miyazaki puis ces choses-là. Il y a un petit peu de technologie 3D puis de perspective ajoutée. Il y a un mélange de techniques d'animation ajoutées à ça. C'est produit par Peter Jackson aussi, fait qu'il est quand même dans la gang. De nom, par exemple. Là. Fait qu'ils sont allés... Oui, c'est ça. Elle et puis Philippa Boyens, Fran Walsh, ils ont juste comme consulté puis ont donné un petit crédit, mais ils n'ont rien à voir avec l'histoire. Mais c'était... j'imagine une façon de dire qu'ils approuvent c'est ça, effectivement. Ce qui se passe. Mais c'est Philippa Boyens qui était la coproductrice avec Peter Jackson, qui est derrière vraiment ce projet-là. Puis en fait, qui est né parce que New Line Cinema allait perdre les droits d'adaptation de cinéma pour The Hobbit et Lord of the Rings. Fait que fallait qu'il fasse de quoi. J'ai l'impression que c'était ça qui était le plus simple à faire. Bien que je disais que Philippa Boyens, ça faisait quand même plusieurs années qu'elle voulait amener le traitement d'animation pour Le Seigneur des Anneaux, qui est en même temps un clin d'œil à la première adaptation de Ralph Bakshi du début des fins des années 70, début 80, où il avait tenté d'amener Le Seigneur des Anneaux. Il a fait un film, en fait, puis ça a été un échec commercial. Fait que ça s'est arrêté là. Fait que voilà, pour le Seigneur des Anneaux. C'est ça. Autre animation, alors? Oui, de Flow de Gins Zilibaladis. Ouais. Moi, j'ai noté Zilbalodis. On va le prononcer comme on veut. Zilbalodis. Ouais, c'est ça. OK, bref. J'ai peut-être une petite faute. Je sentais qu'il y avait une voyelle de plus. Mais d'ailleurs, j'ai oublié d'où il provient. J'ai oublié de noter ça. C'est pas un letton? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Oui, parce que le film est la soumission de la Lettonie à l'Oscar du meilleur film international.
On suit principalement un chat, car tout le monde aime les chats, dans une espèce d'univers où on est peut-être d'anticipation, là, vraiment plus tard. On voit pas d'humains, les animaux vivent en forêt, font leurs choses, mais le chat, il va dormir dans une maison. On comprend que ça a déjà été habité, mais comme plus d'humains. Et on sait pas pourquoi, soudainement, il y a comme une inondation. Les eaux montent. Fait qu'il y a comme nulle part où se réfugier. Et lui et d'autres animaux un peu vont former une gang hétéroclite en se réfugiant sur un petit voilier, un genre de chaloupe à voile qui se promène. Fait qu'il va y avoir un chat, un lémurien, un carpincho, là, c'est ce qu'on appelle, puis un chien, un labrador. Vont croiser d'autres espèces d'oiseaux... magique, un peu mythique, là, espèce de... C'est pas une canne ou Ben, c'est un genre de... Ouais, crime, attends. J'oublie mes oiseaux parce que le film, ça fait comme un mois que je l'ai vu, ouais. Mais un genre de héron, là, ou négrette, mais comme géante, là, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait qu'ils vont juste essayer de survivre puis de naviguer. Ils rament pas, là. Fait qu'ils suivent le courant, exactement, en tentant de survivre puis en croisant des aventures et des aléas sur leur route inconnue. Ça dure comme 80 minutes. Là, je trouve que et il y a particularité, il n'y a aucun dialogue. C'est un film où les animaux ne parlent pas. Alors, il y a de la musique et... il y a aussi des genres de baleines géantes puis des affaires comme ça, des créatures mythiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que les animaux demeurent des animaux. Donc, ce ne sont pas des personnages qui agissent comme des humains, mais ils demeurent des animaux avec leur son aussi. Exact. Fait que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un titre qui est utilisé au Québec aussi ou en France, c'est Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, quelque chose comme ça. Et là, c'est la sensation en ce moment, ce film-là, là, partout sur la planète. Ben oui, c'est ça, parce qu'ils ont réussi... je sais pas trop comment, mais à faire une espèce de sortie conjointe. Souvent, des films internationaux sortent à plein de moments différents, mais il a l'air de sortir aux États-Unis, au Canada, au Québec, tout en même temps, pas mal. Fait que ça fait un plus gros boom médiatique à ce moment-là. Pourrait très bien se retrouver en nomination dans la catégorie des meilleurs films d'animation, à tout le moins. Ben, en tout cas, pour les Golden Globes, il l'est. Ah, il est déjà bon. Puis il y a quand même une bonne feuille de route en termes de prix. C'est ça, il a gagné 4 prix à Annecy. La semaine dernière, on parlait de Mémoire d'un escargot qui était le Grand Prix, mais lui, il a tout gagné les autres. C'est ça, prix du jury, prix du public, 2 autres que j'ai oublié de noter. Et à Ottawa, le Festival d'animation, c'était lui le Grand Prix pour un film long d'animation. Puis en début de cette semaine, il a gagné le prix aux European Awards. OK, bon. Qui est une structure que je ne connaissais pas, mais semble-t-il qu'il y a des prix pour l'ensemble des films européens. Donc, Fait que, c'est vraiment charmant. Puis, tu sais, comme on disait, avec le Rory Rim, c'est un peu plus adulte, ou c'est les enfants qui ont peut-être apprécié le Seigneur des Anneaux, très chevaliers qui se battent, t'sais. Mémoire d'un escargot, c'est définitivement plus adulte, c'est 13 ans et plus, mais là, on est tout public. Tout public. Et si vous avez moindrement un intérêt ou juste envie de faire une sortie en famille, ben c'est vraiment une très belle alternative à Moana, tu sais, d'aller voir un cinéma différent qui va ouvrir, tu sais, les esprits de tout le monde, puis il n'y a pas de grosse morale à tout ça, là. C'est juste sur la tolérance puis la diversité, puis personne parle, fait qu'il faut juste le comprendre, fait que c'est un très beau film à avoir un dialogue. De travailler ensemble, de coopérer. Ouais, voilà, c'est ça, le but commun et tout. Fait que c'est ça, et c'est super beau ce style d'animation-là, tu sais, numérique, mais pas de la 3D comme justement Toy Story ou une affaire comme ça, là. Je connais pas la technique. Particulier, moi, c'est on travaille avec le logiciel Blender. Qui est un logiciel ouvert. Open source. Oui, c'est ça. Donc, ça réduit de beaucoup les coûts de production. Donc, ils ont travaillé en petite équipe avec ça. Fait que ça donne... ça, c'est comme un look rétro début des années 2000 d'animation un peu. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Mais on comprend que les lumières et les textures, ils ont quelque chose de meilleure qualité. Mais oui, il y a un look un peu polygonal quand même là-dedans. Mais je pense qu'il est embrassé et non pas comme on aurait voulu que ce soit plus liché. Non, tout à fait. Je pense que on a ce qu'on voulait. Oui, là, c'est exact. ça. Oui, tout à fait. Puis tu sais, les physiques sont très bonnes aussi. Là. Un chat qui saute, c'est quand même très singulier. Là. Combien de gens, justement, dans l'animation et tout, analysent les mouvements des humains et des animaux, ben c'est très bien rendu là-dedans. Je serais curieux de savoir s'ils ont capté les sons
des animaux avant ou après? Comment tout ça s'est inséré? Ah ouais, aussi, bonne question. Puis un peu comme... j'ai oublié son nom, mais lui qui a fait Mémoire d'un escargot la semaine passée, l'Australien, Ginz El-Balodis aussi, c'est quelqu'un qui travaille pas mal seul. Ouais. Là. Il a travaillé en équipe, mais c'est lui qui, je pense, qui produit, écrit, réalise. Fait que c'est pour ça que ses films, il avait fait Away, qui avait une sortie moins grande à l'international, mais qui s'était démarqué à Annecy. Puis, fait que c'est pour ça que ça a pris, je pense que c'était 2019 ou 2018, son ancien film. Ça a pris 5 ans, celui-là. Mais comme tu dis, c'est un autodidacte. Hein, il a appris sur YouTube des tutoriels, comment faire de l'animation. Okay. Puis il a commencé avec des courts-métrages qui se sont distingués. Fait qu'il faut croire qu'il avait un talent brut. Puis pour écrire un scénario qui se démarque aussi, parce que t'as bien beau utiliser Blender puis apprendre à faire des espaces puis des personnages. Raconter une histoire après. Voilà, c'est ça. Oui. Puis ce que j'aime bien aussi de ces affaires-là, que ça dure 1h20, c'est d'assumer que ton histoire mérite ce temps-là, puis que c'est correct de pas dire « Ah, on dirait que c'est pas un vrai film, il faudrait que ce soit 1h45, puis que dans le fond, tu as 25 minutes de superflu. » Puis moi, j'embrasse ça, les films plus courts. Voilà pour Flo, fait que donnez-vous la peine, la curiosité adulte comme enfant, allez-y. Dans les autres sorties, on parlait d'entrée de jeu de Aaron Taylor Johnson, Kraven the Hunter, Kraven le chasseur de J.C. Chandor. Un autre spin-off de l'écurie Sony Marvel. Donc, Spider-Man, mais sans Spider-Man. C'est ça. Fait que c'est les ennemis de Spider-Man qu'on nous transforme en espèce d'anti-héros qui... même ici, je vous dirais que... On a dû sortir quand même pas mal du carquois pour faire des blagues de flèches. Parce qu'il a pas l'air méchant pour 2 scènes. C'est une espèce de anti-braconnier, finalement, qui va hériter de pouvoirs surhumains à la suite d'un accident de chasse où il va être en contact avec le sang d'un lion, puis quelqu'un va lui donner une espèce de potion qui va lui donner toute cette force-là. Puis lui est le fils d'un oligarque russe joué par Russell Crowe. Et s'entend pas très bien avec son père, s'entend avec son frère, mais pas son père, fait qu'il décide de se sauver. Puis là, il protège les animaux qui se font traquer, un genre de Tarzan. Sauf qu'il va commencer à avoir du monde qui vont s'en prendre à lui. Il est reconnu comme le The Hunter, Kraven, qui a quand même des sortes de pouvoir d'être très résistant, très agile, comme à peu près tous les animaux, mettons, très félin à sa façon. Et fait qu'il va avoir des protagonistes qui sont tous de l'univers un peu de Marvel, donc éventuellement le Rhino qui est joué par Alessandro Nivola, Pollux Troy dans Face Off, c'est le plus grand rôle. Fait que c'est lui qui fait le méchant, mais il y a Christopher Abbott qu'on voit dans une couple de films aussi qui fait un autre qui joue avec l'esprit, je me souviens plus comment il l'appelle, puis son frère est joué par, quand ils sont adultes, Fred Etchinger, qu'on a vu qui faisait l'empereur Caracalla dans le Gladiator 2 qui est actuellement à l'affiche, là, un des 2 frères, lui qui est un petit peu plus spécial et cruel, mettons, que l'autre. C'est pas mal ça, tu sais, c'est un film de super-héros, je m'en dirais pas que Sony ont la cote avec ceux-là de prendre les espèces de modèles de films de super-héros des années 90-2000 puis y aller à fond là-dedans. Fait que, tu sais, je lisais des entrevues avec Taylor Johnson, il a pris genre 40 livres de muscles parce qu'il n'y a pas de saut. Tu sais, lui-même, il dit quand il a joué dans les Quicksilver puis ces trucs-là dans les... Kick-Ass? Non, pas Kick-Ass. Il était jeune dans Kick-Ass, mais quand il faisait Quicksilver dans les Avengers, il dit, tu sais, il y a bien du monde qui ont des... sont musclés, mais ils ont des paddings sur leur suit. Mais moi, j'étais en bedaine. Là. Fait que c'était ça, la grosse partie de mon entraînement. Puis il fait beaucoup de ses cascades lui-même parce que ça aide à la continuité de ça. Mais tu sais, après, il y a plein de CGI, puis il se bat. Il lance beaucoup d'objets avec précision. Il y a un regard de fauve. Il y a toutes ces affaires-là. Tu sais. On comprend aussi que c'est un genre de film que ce héros-là... C'est parce que c'est comme s'il venait pas de n'importe quoi, là, c'est-à-dire que normalement, c'est un ennemi, il est dans Sinister Six, il est un des grands ennemis de Spider-Man parce qu'il est jaloux de Spider-Man puis il veut l'humilier, puis etc. Puis là, c'est comme, il n'y a pas de Spider-Man, puis c'est juste un good guy qui protège le bétail puis qui tue les braconniers. Ça pourrait être un héros en soi, comme Tarzan l'a été, même s'il n'y avait pas de super pouvoir à part être agile dans la jungle. T'sais. Lui, il a cette super force et tout. Fait que il pourrait avoir un 2e puis un 3e volet où il vit d'autres aventures, des affaires de même, mais tout ça est un morceau de l'ensemble de ce qui est Sony Spider-Man, pas Sony, mais Marvel Spider-Man, etc. Fait que puis
je pense que ça témoigne de la suite qui s'en vient avec l'univers, c'est qu'il n'y a aucune scène post-générique, ce qui est très rare pour un film de super-héros, encore plus pour les derniers de Sony, qui avaient tendance à plutôt ouvrir des portes sur des choses qui arrivaient jamais. On pense juste au dernier Venom. Tu sais, quand on était dans... C'était-tu Venom 2, que là, il allait être dans l'univers parallèle, puis blabla, puis quand il arrive dans le 3, il fait juste fermer ça en disant « Hey, moi, je suis tanné d'être titre », puis il retourne dans ça. Fait que des scénaristes ouvrent des portes, puis les scénaristes d'après font comme « Ouais, non, finalement, on s'en fout de ça. » Fait que là, ils ont dû y aller sécuritaire en disant on va rien mettre, on sait pas du tout où on s'en va, puis ici c'est la suite. Fait que toi t'as pas vu le film, mais t'as quand même des connaissances sur le sujet. Rapidement comme ça, puisque je suis un lecteur de BD de Spider-Man, donc évidemment je l'ai entrevu dans certaines histoires ici. Il est apparu assez tôt, je pense, c'était dans le 15e. 15e en 1964, donc fait partie des premières cohortes des vilains très classiques. Donc, fait que non, ça j'ai manqué tant cette semaine. J'ai été curieux de le voir, évidemment, étant fan de BD, de voir l'interprétation qu'ils en font, mais de ce que je voyais dans la bande-annonce, c'est comme synopsis, on est très loin du Craven, des bandes dessinées. Là. On a gardé finalement que le nom plus qu'autre chose. Ben voilà, parce que comme il n'y a pas Spider-Man, c'est ça. Tout son personnage est basé autour de sa haine puis son combat avec lui. Mais je sais qu'il a longtemps été dans les rumeurs d'être dans des films de Spider-Man. Oui, tout à fait. Ouais. Même le dernier, No Way Home, je pense qu'il devait être là avant de tout revamper les choses. Puis, je crois même dans le... S'il y avait eu, ça se peut-tu, on un Amazing 3, ça se peut-tu qui était... non, c'était Vulture, mais à un moment donné, c'était Sony qui flirtait avec l'idée d'un film de Sinister Six. Ah ouais, OK. Avec les 6 méchants. Mais dans le No Way Home, quand tous les méchants apparaissent. Ouais, apparaissent dans l'espèce de nuage et tout, on voit un Craven apparaître. Voilà. Mais voilà. Puis c'est ça, Russell Crowe quand même qui est aussi en mode je fais ce que je veux. Ouais, j'encaisse mon chèque puis je m'en vais à la maison. Non, ça me fait plus penser à ses derniers films où non, je pense que c'est plus il fait des projets farfelus mais il va à fond. Okay. Puis il est il est rendu un bon monsieur là, puis il est en espèce de russe avec son faux accent. Ben, ils ont tous ce faux accent-là. Des fois, ils parlent russe pour vrai, 2-3 phrases. Là. Un espèce de père tyrannique de mafia et tout, qui a le contrôle sur un fils, qui essaie de ravoir sur l'autre, là, justement sur Craven, sur Sergei, qui s'est sauvé. Mais écoute, on va pas là pour les dialogues et tout. C'est quand même 2 acteurs oscarisés là-dedans, hein, parce que Russell Crowe puis Ariana DeBose aussi, qui joue comme la jeune fille qui donne la potion qu'il rencontre plus tard, qui avait gagné actrice de soutien pour West Side Story. Fait que voilà, écoutez, What You See is What You Get avec Craven the Hunter. Léger, c'est ça. C'est ça. Autre sortie, je peux finir le documentaire L'Athlète, comme beaucoup disent, L'Athlète, de Marie-Claude Fournier, qui suit le parcours inusité du sauteur en longueur d'origine haïtienne, Stevens Dorcellus. Donc, elle a suivi depuis plusieurs années son parcours, ses essais pour aller aux Jeux Olympiques de 2020. Avant qu'il soit candidat d'Occupation Double? Oui, c'est ça. Occupation Double au D 2021. Mais à ce moment-là, il a marqué, c'était la fin de sa carrière athlétique. Mais il y a plusieurs, je le mentionne parce qu'à Montréal, ça sort en fin de semaine, le 13 décembre. Mais il y a plusieurs cinémas de région qui vont l'ouvrir plutôt le 10 janvier, après les fêtes. Et il va y avoir une grosse tournée avec Marie-Claude Fournier, la cinéaste, et Stevens Dorcellus. Fait qu'ils vont faire beaucoup de questions-réponses, de Q&A dans, je sais, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec. Ça se fait après janvier. Début janvier, pardon. Puis là, il y en a une coupe autour de Montréal là, cette fin de semaine. Là, je sais plus si c'est la Cinémathèque, puis peut-être le Beau Bien ou le musée, là, quelque chose comme ça. Fait que, à voir. Fait que peut-être qu'on en reparlera en janvier. Là, sinon, en même temps, c'est ça qui est ça pour ce film-là, ce documentaire-là. C'est tout pour moi. Ça conclut. La semaine prochaine, on va avoir un gros épisode parce qu'il y a les sorties du 20 décembre, donc Mufasa, Sonic 3 principalement. Ceux du 25 décembre qu'on aura eu la chance de voir, on pourra quand même nommer les autres. Il y a Baby Girl, Nosferatu, A Complete Unknown. Mais on va peut-être couvrir aussi ceux il y en a le 1er janvier, le 3 janvier, dont L'amour ouf de Gilles Lelouch, qu'on a tous les deux vus. Fait qu'on pourra en discuter. Voilà, puis je sais pas, on va s'arranger pour faire notre top de l'année peut-être pendant les fêtes ou quoi que ce soit, puis après ça sera le 10 janvier les nouvelles sorties, on retourne à la normale. Pour nous contacter, écrivez-nous
balado@monciné.ca et suivez le magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Et s'il vous plaît, mettez donc au moins 4 étoiles hein, si vous écoutez le balado à l'occasion. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. D'ailleurs, sur le site de Mon Ciné, vous pouvez voir des entretiens récemment mis en ligne avec Tahar Rahim et Mehdi Edir et Grand Corps Malade pour M. Aznavour. Oui, c'est ça, qui cartonne encore au Québec. Ouais, on fait pas tant le box-office à chaque fois, mais je pense qu'il est numéro 4. Je dis ça de même. Et il y aura aussi un entretien avec Malik Frika et Mallory Wanek de l'Amour Ouf qui s'en viennent. Oui, qui font comme les deux versions jeunes de François Civil puis Adèle Exarchopoulos. Exactement. Qui sont là comme la moitié du film, là, d'ailleurs. Ouais. Sur ça, bon cinéma, bon popcorn. Puis si jamais vous allez au Mexique dans le temps des fêtes, allez-y mollo avec les opioïdes.